La petite Cadie âgée de 7 ans a été étranglée dans le parc de la Courneuve par sa propre mère qui est passée aux aveux hier soir. La jeune femme rencontrait des difficultés d'ordre sentimental. Elle affirme n'avoir pas prémédité son geste. Alerte au froid qui gagne la plupart des régions de France ce week-end. Un SDF est déjà mort de froid à Paris. Le gouvernement déclenche un dispositif d'urgence pour aider les sans-abri. Et la grippe fait ses premiers pas, pas encore d'épidémie, mais il est grand temps de se faire vacciner pour protéger les plus fragiles, les personnes âgées. Rugby, les choses deviennent sérieuses pour les tricolores après les 2 premières rencontres gagnantes. Demain, premier match avec un enjeu déterminant pour le 15 de France qui s'opposera à l'Écosse. Le perdant devra affronter l'Australie en quart de finale. Henri Salvador nous revient avec un nouvel album, Ma chair est tendre, des titres qu'il a composés lui-même. Une tournée est au programme. 3 ans après son retour sur le devant de la scène, la voix d'Henri Salvador continue de nous charmer. Henri Salvador est l'invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. 15 jours après le meurtre de la petite Cadie dans le parc de la Courneuve, c'est sa propre mère qui est passée aux aveux. Elle a été écrouée. Son infanticide, elle le raconte comme un geste spontané, une sorte de flash qui l'aurait conduite à étrangler sa fille. Les enquêteurs, presque au début de l'affaire, avaient été intrigués par les approximations et les incohérences de ses déclarations. Reportage Philippe Castel, Zindenberghus. Elle a craqué. C'est bien elle qui a tué son enfant. Eva Martinet, 27 ans, s'en va dans ce fourgon vers la prison. Elle avait pourtant tenu secret pendant 15 jours son horrible geste. L'infanticide de sa petite Cadie, 7 ans, dans le parc de la Courneuve, le vendredi 10 octobre. Elle était en train de tricoter. Sa fille était venue près d'elle, lui avait demandé un morceau de laine, que sa fille s'était passé ce morceau de laine autour de son cou, comme en forme de collier, et qu'à ce moment-là, elle s'est emparée du morceau de laine et avait serré jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est dans la soirée que 2 joggeurs découvrent le corps de la petite fille. Sa maman avait signalé un peu plus tôt sa disparition, mais les médecins légistes déterminent que la petite Cadie est morte vers 15h30 et non plus tard. Autre élément troublant, si les vêtements de Cadie sont désordonnés, elle n'a subi aucune violence sexuelle. Face à ces incohérences, durant sa garde à vue, la maman passe assez vite aux aveux. Elle est absolument anéantie. Elle a par un geste irréparable, causé la mort de l'être qui lui était le plus cher. Elle dit simplement que, en l'espace d'une seconde, elle est tombée dans un énorme trou. Au chômage, déjà suivie psychologiquement, la maman de Cadie a dit que sa fille était devenue difficile, un poids pour elle, et qu'elle voulait lui épargner de grandir dans un monde trop dur. Il était dans un état désespéré, victime de la rage. Cet enfant de 3 ans hospitalisé à Lyon s'est éteint cet après-midi, car rarissime en France. La rage ne connaît pas de traitement lorsque la maladie est déclarée. Par souci de précaution, tous les enfants et adultes qui ont été en contact ont été vaccinés, même si les risques sont inexistants, car la rage n'est pas transmissible entre individus. Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. L'enfant âgé de 3 ans est donc décédé en fin d'après-midi à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Il n'avait aucune chance de survie car lorsque la maladie est déclarée, le virus pénètre le système nerveux et il est alors trop tard. L'enfant avait contracté la maladie lors d'un séjour au Gabon en jouant avec des chiens errants sans toutefois être mordu. Il aurait pu être contaminé simplement par léchage, notamment s'il avait des plaies. Les enfants ont toujours des plaies et le léchage d'une plaie par un chien enragé doit pouvoir suffire à le contaminer. Toute la journée, les élèves de l'école où l'enfant était scolarisé ont été accueillis dans ce centre médical pour y être vaccinés. Les parents ont été informés sur le risque de transmission quasi nul. On nous a appelé à la maison pour nous dire qu'il valait mieux vacciner. Bon, mais c'est vrai que c'est pas contagieux. Théoriquement, il n'y a aucun risque. Dans la mesure où l'on nous a dit que la contagion d'homme à homme n'avait jamais été prouvée, on n'est pas trop inquiet, mais bon, on préfère quand même la faire vacciner parce que bon, on ne sait jamais. Avec le personnel médical de l'hôpital et les enseignants de l'école, ce sont au total 130 personnes qui ont été ou seront vaccinées. La vague de froid s'installe en France et le gouvernement déclenche son plan d'alerte pour venir en aide aux plus fragiles. Un message de vigilance a été adressé à tous les préfets pour que soit mis en place un dispositif d'urgence jusqu'à lundi, les températures remontant en début de semaine. Aujourd'hui déjà, un sans-abri est mort de froid à Paris. François Julien Pied-Noir, Guillaume Michel. Leur principale arme contre le froid, des sacs de couchage et des couvertures. Des centaines sont collectés ici par les Restos du Cœur
on n'a pas attendu les premières vagues de froid pour se mobiliser. On ne peut pas être pris de court. Je veux dire, le froid, on sait qu'il va arriver, c'est à 15 jours près, c'est prévu chaque année. Donc on est prêt, on a stocké et on répond à la demande le plus rapidement possible. Les restaurants du cœur sont prêts à faire face au froid pendant 20 semaines. Dans les cuisines, 3000 repas chauds sont préparés chaque jour à destination de la capitale. Dans ce centre d'accueil du Secours catholique, une vingtaine de sans-abri vient se réchauffer pendant la journée. Michel est dans la rue depuis le mois de juillet et s'inquiète du froid à venir. Si déjà maintenant, et on n'est pas encore en hiver, hein, si déjà maintenant on est en automne, ça commence à cailler ainsi, alors je te dis pas l'hiver. Hein. Donc je crois que des institutions telles que ceci devraient plus ou moins être présentes. Hein. Aujourd'hui, le froid a fait sa première victime. Un homme d'une quarantaine d'années est mort dans le 10e arrondissement de Paris. Il faut dire qu'aujourd'hui, les températures tournent autour de 0. C'est pourquoi la préfecture a déclenché le niveau 1 du plan grand froid. Les centres d'accueil sont ouverts toute la nuit. Les rondes du SAMU social vont se multiplier dès ce soir et 50 places d'hébergement vont être réquisitionnées. Depuis le 1er janvier, une dizaine de personnes sont mortes de froid. Et sur les routes, la baisse des températures a été prise en compte dès ce matin pour éviter les risques de verglas. Aujourd'hui, le thermomètre a chuté en dessous de 0 dans plusieurs régions de France. Prudence si vous prenez le volant. Éléonore Guay, Didier Rancoeur. Premier verglas, premier dérapage ce matin dans les Vosges. Les automobilistes se sont laissés surprendre par l'hiver précoce et par des températures inhabituelles pour un mois d'octobre. 6 à 8 degrés en dessous des normales saisonnières. Cet après-midi, en région parisienne, les tractopelles se sont mis en mouvement pour remplir les camions de salage. Car pour la deuxième nuit consécutive, les employés de la direction départementale de l'équipement vont recouvrir de sel près de 2000 km de route dans les Yvelines. Il faut prévenir la formation du verglas afin d'éviter à tout prix des situations comme celle-ci. Janvier 2003, 30 000 voitures bloquées sur les autoroutes d'Île-de-France. Un événement certes exceptionnel, mais dont on a tiré les enseignements. Le plan d'intervention contre la neige et le verglas a été réaménagé, réétudié de façon à mieux informer et mieux coordonner l'ensemble des moyens et surtout les itinéraires de délestage qui pourraient être mis en place, notamment pour les poids lourds. À plus de 1000 mètres d'altitude, il neige. À tel point que plusieurs stations de ski sont ouvertes dès demain. Mais certains préfèrent ne pas se réjouir trop vite. Autrefois, les vieux disaient quand la neige tombe sur la feuille, il n'y aura pas de neige. Enfin, c'est un proverbe qui n'est pas toujours bien juste. Cette nuit, les températures vont encore baisser. L'hiver s'installe en France, au moins jusqu'à mardi. Et pour ce premier week-end des vacances de la Toussaint, Bison Futé a classé la journée orange, avec des départs en début d'après-midi au sortir des grandes villes. Demain, la journée est également classée orange. Vous le savez, traditionnellement, cette période de vacances est particulièrement meurtrière et les contrôles un peu partout sur les routes sont là pour inciter les automobilistes à ralentir. En attendant les radars automatisés qui ne fonctionnent pas encore, les gendarmes sont sur le pied de guerre, comme le montre ce reportage de Jacques Deveau et Michel Hiver. Une BMW coupée marron à 139. Ne pas baisser la garde. En ce jour de grand départ, les gendarmes sont plus que jamais présents. La circulation est soutenue. Les excès de vitesse se succèdent sur la nationale qui file vers Nantes. Sur cet axe, c'est toujours sur le même régime. Les gens pensent qu'ils sont sur l'autoroute, sans doute. Ce sont des vitesses, comme vous avez pu le constater, qui sont à plus de 130 km/h, largement plus de 130 km/h. Du côté des contrevenants, le discours est toujours le même. Profil bas, bonne raison et bonne conscience. J'avais encore mes 12 points jusqu'à aujourd'hui, donc je sais que je devais malgré tout faire attention. On est tous à se suivre les uns derrière les autres depuis quand, surtout la 4 voies du Mont-Saint-Michel. C'est une belle route. À combien je roulais, je n'ai pas regardé. Je suis certain que je devais être dans les 130 toujours en moyenne. Malgré tout, il y a moins de grands excès de vitesse. Le message semble passer. Les gens semblent devenir un peu plus raisonnables. Bon, ça va dans le bon sens. On ne dit pas que c'est bien encore, hein, mais ça va dans le bon sens. Pour calmer les irréductibles, les forces de l'ordre comptent aussi sur les radars fixes. Pourtant, ils ne sont pas encore installés que déjà leur emplacement circule sur Internet. Pour la gendarmerie, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Je ne pense pas qu'il y ait réellement de gêne. Le but de ces radars est avant tout dissuasif. C'est pour obliger les gens à lever le pied. C'est dans des secteurs ou dans des zones connues comme accidentogènes. Donc le but réel est de faire baisser la vitesse sur ces zones pour limiter le nombre d'accidents. En tout cas, radar ou pas, soyez prudents. Les vacances de Toussaint sont traditionnellement les plus meurtrières sur les routes.
Du côté des gares, l'affluence sur les quais pour cette première partie des vacances de Toussaint. La SNCF au départ de Paris met en place 1700 trains, dont plus d'1 millier de TGV. Les journées les plus chargées sont celles d'aujourd'hui et bien sûr de vendredi prochain, 31 octobre. Alerte à la grippe, elle a déjà fait tranquillement son apparition dans plusieurs régions. On est loin de l'épidémie. Il est encore temps de se faire vacciner. Cette année, les spécialistes parlent d'un virus plutôt accrocheur. Djilali Belaïd, Jean-François Chevet. Chaque année, le même rituel. L'automne pointe son nez, Germaine, 79 ans, se fait vacciner contre la grippe. Et ce, depuis 10 ans, depuis que le virus l'a gravement atteinte. J'ai eu des antibiotiques, puis surtout j'ai des vertiges. Je pouvais rien faire et j'ai été fatiguée après au moins pendant 3 mois. Les personnes âgées sont les plus vulnérables et doivent se vacciner. Chez les jeunes, la grippe est moins problématique, mais chacun trouve une bonne raison pour se protéger. Ça fait perdre pas mal de temps pour le travail et puis je vous dis, maintenant j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'eux soient contaminés et la grippe, et moi je préfère éviter. Jusqu'ici, l'épidémie n'est pas encore installée, mais dans 5 régions, le nombre de cas va croissant. Mais pas d'inquiétude du côté des spécialistes, ce virus n'est pas un inconnu. C'est un virus qui pour l'instant est très proche de celui que nous avons dans la composition du vaccin, puisque dans le vaccin nous avons 3 virus différents et qu'un des virus qui est dans le vaccin est très proche de celui qui circule en ce moment. La campagne d'information semble avoir bien fonctionné. Parole de pharmacienne. Là, cette année, on a pratiquement tout vendu depuis la mi-septembre. Donc en 1 mois, on a pratiquement vendu tous nos vaccins. Cette année, le ministère incite fortement les professionnels de santé à se faire vacciner afin de ne pas contaminer leurs patients, surtout les plus fragiles. Le dernier épisode judiciaire de l'affaire Diana, les 3 photographes qui avaient pris des clichés de la princesse la nuit de l'accident sans les diffuser sont jugés pour atteinte à la vie privée. Le parquet vient de requérir des peines de prison avec sursis. Yasmina Farber, André Sarah. Jacques Langevin est grand reporter. Ce photographe a couvert des guerres, mais aussi un événement qui a marqué sa carrière. De permanence pour une agence, il a été appelé pour suivre Lady Di et Dodi Al-Fayed à Paris. C'était leur dernière soirée. 6 ans après, il comparaît devant un tribunal. Ce qu'on me reproche, c'est d'avoir fait des photos du couple sortant de l'hôtel et de les avoir prises dans la voiture sortant de l'hôtel, j'insiste. La 17e chambre, baptisée la chambre de la presse, ouvre la dernière page judiciaire de l'affaire Diana. Les magistrats vont devoir dire si 3 photographes ont porté atteinte à l'intimité de la vie privée. Un article de loi considère en effet qu'une voiture est un lieu privé. Or, des photos de Lady Di et Dodi Al-Fayed ont été prises à la sortie du Ritz dans leur Mercedes. 2 photographes ont aussi réalisé des clichés de Dodi Al-Fayed dans son véhicule après l'accident. Cette plainte avait dormi dans des cartons avant d'être instruite. Pour les avocats des photographes, c'est de l'acharnement de Mohamed Al-Fayed. Que cherche-t-il? Ça, il n'y a que lui qui le sait. À mon avis, il n'exorcisera pas tous les démons et la cause réelle, exacte et définitive de l'accident. Le conducteur allait trop vite et il était en état d'ivresse. Ça, c'est un fait acquis. Le procureur de la République a requis des peines de prison avec sursis. Les avocats des photographes ont eux demandé la relaxe. Paradoxe de cette affaire, aucun des clichés incriminés n'a été publié dans la presse. Depuis le drame, Jacques Langevin continue d'exercer son métier, mais il n'a plus jamais fait de photos people. Devant le tribunal pour enfants de Lille, le jugement dans l'affaire du viol collectif d'une adolescente de 13 ans. 11 garçons sont accusés de l'avoir violée à de multiples reprises. La jeune fille, pour fuir les menaces, a dû quitter la région. Le parquet a demandé hier de la prison ferme contre 3 des 11 mineurs. L'ancien petit ami qui l'aurait livré à sa camarade a été condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, 2 autres à 3 ans, dont 1 an avec sursis. Un homme considéré comme un marginal, mis en examen pour avoir tenté d'enlever une fillette, a été pourtant remis en liberté sous contrôle judiciaire. Une décision qui fait débat puisque le parquet a fait appel. Yvan Martinet. L'aire de jeu d'un restaurant, le terrain de chasse d'un pédophile présumé. Ici, samedi, des enfants s'amusent pendant que leurs parents dînent. Un inconnu aborde une fillette et lui propose de le suivre. Mais les parents interviennent. Aussitôt, l'individu prend la fuite. S'il n'y avait pas eu un adulte cette fois-là, je crois qu'on en aurait une en moins. Enfin, je sais pas, j'extrapole, j'en sais rien du tout, mais de toute façon, quel qu'il soit, il faut toujours, même si vous pensez que les enfants sont dans un lieu protégé, surveiller la preuve, voilà. Avant que l'homme ne remonte à bord de sa fourgonnette, le père de la fillette relève l'immatriculation du véhicule. Dans la nuit, la police interpelle le suspect sur ce parking. C'est un marginal de 35 ans, père de 3 enfants.
Il est mis en examen pour tentative d'enlèvement. Mais décision surprenante, le juge d'instruction le remet pourtant en liberté. Ce que nous craignons, c'est que cette personne récidive et qu'elle réussisse sa récidive. Ça, nous le craignons fortement. Et à ce moment-là, là aussi, il faudra se poser des questions. Les policiers ont fait des centaines de prélèvements à bord de son véhicule. Une fourgonnette blanche, comme celle de l'homme recherché dans l'enquête de la petite Estelle Mouzin, enlevée en janvier 2003 en Seine-et-Marne. Mais pour cette affaire, l'individu a un alibi. S'en est-il pris à d'autres enfants? Le suspect est inconnu des services de police, mais a déjà fait des séjours en hôpital psychiatrique. Le procureur souhaite le remettre en détention. Une nouvelle audience aura lieu dans une semaine. Attentat en Corse la nuit dernière qui visait l'appartement et la voiture d'un commissaire et d'un policier qui participait à l'enquête financière concernant Charles Piry, le leader nationaliste. Ces attentats ont été revendiqués par le FLNC, l'Union des combattants. C'est la section antiterroriste de Paris qui est chargée de l'enquête. Un homme vient d'être interpellé. Le premier attentat a eu lieu à Ajaccio. L'explosif était placé devant la porte de l'appartement du responsable de la brigade financière qui était alors chez lui. À Marseille, une poudre bleue suspecte a été découverte à la caisse régionale d'assurance maladie. 29 personnes par précaution ont été hospitalisées. La poudre se trouvait dans une enveloppe. Elle est en cours d'analyse. Les résultats seront connus dans 48 heures. À Lyon, les troupes d'élite du GIPN s'entraînent avec leurs homologues grecs, leur faisant partager leurs techniques les plus performantes pour la préparation des prochains Jeux Olympiques d'Athènes. Aujourd'hui, simulation d'une prise d'otage dans une tour. Reportage Christelle Bertrand, Alexandra Renard. Exercice grandeur nature en plein centre de Lyon. Aussi discrètement que possible, Grecs et Français investissent la tour. Simultanément, un groupe est élitreillé sur le toit pendant qu'un autre emprunte les escaliers. Il est midi, dans le hall, deux mondes se croisent. Salariés en civil et policiers super équipés vaquent chacun à leurs occupations, presque comme si de rien n'était. C'est un peu impressionnant, mais bon, c'est vrai qu'on nous avait prévenus, hein, donc on n'est pas trop paniqué, on va dire. Mais c'est marrant, ça met de l'ambiance. L'ambiance terroriste se joue au 5e étage. Un homme retient 4 personnes, une est à terre, blessée. Toute la semaine, l'unité d'élite grecque a comparé ses méthodes d'intervention avec son homologue français. Et la plus grosse différence est médicale. Chez les policiers français, les soins sont prodigués immédiatement. Les Grecs, ils prennent les blessés ou les gens non blessés, qu'ils évacuent tout de go. Et puis donc ensuite, ils font les soins dehors dès qu'ils peuvent. En août prochain, Athènes organise les Jeux Olympiques les plus sécurisés de l'histoire. 41 000 personnes vont être mobilisées, 4 fois plus qu'à Sydney. Jacques Chirac au Mali, il a été accueilli par une foule en liesse à Tombouctou, aux portes du Sahara. Banfoul qui affectionne particulièrement le chef de l'État. La question de l'immigration est bien évidemment au cœur de ce déplacement. Il faut savoir que plus de 100 000 Maliens vivent en France, dont les 2 tiers dans la clandestinité. Reportage de nos envoyés spéciaux Gérard Leclerc, Dominique Bonnet. Des milliers d'habitants de Tombouctou et du désert environnant sont venus souhaiter la bienvenue à Jacques Chirac et au président malien Touré. Tombouctou, cité mythique du Sahara, capitale intellectuelle, religieuse et commerciale qui comptait au XVIe siècle 100 000 habitants et de multiples mosquées qui ont parfois survécu à l'âge d'or. Mosquée prestigieuse, s'il en est. Tombouctou, symbole des difficultés d'un des pays les plus déshérités du monde. 2 tiers de la population sous le seuil de pauvreté, une démographie galopante, la chute des cours du coton et l'avancée du désert. On attend beaucoup de la France. Ici, il y a beaucoup de pauvreté, et puis les gens ne sont pas très riches, donc la visite de Chirac peut beaucoup aider. Il y a les désenclavements, il y a la pauvreté, il n'y a pas la route ici. Message reçu, Jacques Chirac est venu annoncer un partenariat renforcé et des aides à un pays qui depuis 10 ans a su enraciner la démocratie et engager des réformes. Petite ombre au tableau, l'immigration incontrôlée vers la France évoquée en termes diplomatiques. Nous connaissons les dures contraintes de votre vie, vos efforts pour les surmonter, la tentation pour beaucoup de rechercher hors de la région les moyens de mieux valoriser leurs capacités et leur ardeur. Sur les 80 000 Maliens vivant en France, la moitié est en situation irrégulière. Le Mali assure qu'il n'y peut pas grand-chose, mais l'enjeu est aussi financier. Les sommes d'argent que ces immigrés renvoient dans leur pays
sont équivalentes aux aides au développement versées par la France. Au large de Tarifa, 56 immigrants marocains qui avaient fait naufrage ont été repêchés par la garde civile espagnole. Ils tentaient de traverser la Méditerranée sur une petite embarcation pour trouver refuge en Espagne. La moitié d'entre eux sont des enfants qui seront hébergés dans un centre pour réfugiés. Les adultes seront, eux, rapatriés. 2 enquêtes ont été ouvertes après qu'un pilote d'Air France ait continué à voler alors qu'il savait probable la présence d'un clandestin dans le train d'atterrissage de l'appareil qui reliait Brazzaville à Paris. Il semblerait qu'il est impossible de survivre dans de telles conditions, faute d'oxygène. Le pilote devait-il alors prendre le risque d'atterrir en pleine nuit? La parole est aux experts. Paul de Genève. Le 10 octobre dernier, quand le Brazzaville-Paris atterrit à Roissy, le personnel des pistes s'attend déjà à trouver un clandestin caché dans le train d'atterrissage. Il est mort, de froid ou asphyxié. Au départ du Congo, des militaires l'avaient vu se faufiler sous l'appareil d'Air France. Et c'est 1h20 après son départ que le pilote est averti. L'avion est déjà à 10 000 mètres d'altitude, il fait moins 50 degrés, l'air est irrespirable. Que faire? Descendre? Se poser d'urgence? Le pilote décide de continuer normalement. Après 7h20 de vol, il se pose à Paris. Le passager clandestin est mort. Aujourd'hui, des commandants de bord et des associations ne comprennent pas pourquoi le pilote n'a pas tout tenté pour sauver cet homme. Continuer ce vol, d'après les informations qui nous ont été communiquées, c'était prendre les plus grands risques quant à la mort de cette personne. Ce risque a été pris et je voudrais bien savoir qui a donné ces instructions ou qui a pris la décision. Le pilote, responsable de son vol, a-t-il estimé que changer de route était trop risqué, alors qu'il était sans doute déjà trop tard pour le clandestin? Il n'y a aucune chance d'arriver vivant en faisant un tel voyage dans le logement de train d'atterrissage. Les quelques exemples que nous avons de survie sont des exemples où ces gens-là ont prétendu voyager là. Mais bien entendu, ils étaient soit dans la soute à bagages, soit cachés quelque part ailleurs. 3 à 4 personnes sont retrouvées mortes chaque année. En février, un Africain était tombé sur cette maison près de Roissy, caché lui aussi dans un train d'atterrissage. Air France ne fait aucun commentaire mais a ouvert une enquête interne. La gendarmerie est également saisie de l'affaire. Nicolas Sarkozy en Algérie jusqu'à demain soir. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a décoré les pompiers algériens qui avaient participé à la lutte contre les incendies dans le Var cet été. Par ailleurs, il s'est rendu dans la périphérie de la ville où certains sinistrés du tremblement de terre de mai dernier ont été relogés. Demain, Nicolas Sarkozy devrait signer avec son homologue algérien des accords de coopération entre les 2 pays. Le Concorde n'en finit pas de faire ses adieux. Cette fois-ci, c'est outre-Manche que le dernier supersonique transportant des passagers a atterri à Londres aujourd'hui. Au total, ce sont 3 appareils qui, en moins de quelques minutes, ont fait leur dernier tour de piste devant une foule d'admirateurs. Maryse Burgot, Dominique Marotel. Ils viennent de piloter le Concorde pour la dernière fois. Il est un peu plus de 15 heures sur l'aéroport d'Heathrow à Londres cet après-midi. Sous les applaudissements de quelques centaines de fans, 3 supersoniques viennent d'accomplir 3 ultimes atterrissages parfaitement orchestrés. À leur bord, des célébrités, des hommes d'affaires invités par British Airways. Des habitués du Concorde qui ont profité pour la dernière fois de son luxe, des habitués fortunés et mélancoliques. Oui, je suis très triste que ne fonctionne pas encore. Oui, c'est triste parce que c'était comme un pont entre les États-Unis et l'Europe et ça va me manquer beaucoup. Aux abords de l'aéroport, d'autres inconditionnels du Concorde, certes moins fortunés, mais tout aussi décidés à assister à son dernier vol. Ce pilote français qui a conduit le Concorde pour Air France est venu lui aussi spécialement à Londres pour faire des adieux corrects à son avion. Sans vouloir critiquer mon pays, il y a un peu plus de cérémonies, un peu plus de fêtes, un peu plus de rubans, je dirais, qui sont mis autour de tout ça. Alors qu'en France, on a fait ça à la va-vite et d'une façon qui a semblé presque honteuse. Les Français ont cessé d'exploiter le Concorde il y a 5 mois. Les Anglais auront finalement eu le dernier mot de cette aventure. Après avoir passé des années à critiquer le Concorde parce qu'il coûtait trop cher aux contribuables, les Anglais ont donc parfaitement réussi ces cérémonies d'adieu. Une façon de totalement s'approprier ce bijou de technologie alors qu'il était au départ un projet français. En Italie, contre la réforme des retraites, une grève générale a paralysé pendant quelques heures le pays. Plus d'1 million de personnes, selon les syndicats, sont descendues dans les rues pour protester contre le projet du gouvernement de Silvio Berlusconi.
Jean-Pierre Raffarin a décidé de reprendre ses déplacements en province. Aujourd'hui, il était sur le terrain, dans l'Aisne et dans la Marne, pour assister à la signature du 100 millième contrat jeune. L'occasion pour le Premier ministre d'entreprendre une croisade contre le pessimisme. La conjoncture s'améliore, la croissance devrait revenir. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Alexandre Dequitte. Je vais aller les voir. Je peux y retourner, j'ai déjà fait le café avec eux, bureau de tabac. Voilà. Ceux qu'il s'agissait d'aller voir et si possible de rassurer, c'étaient les buralistes champenois. Ils comptaient profiter de la visite du Premier ministre chez eux. Résultat, un dialogue, mais avec Renaud Dutreil, le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises. À quelques mètres de là, Jean-Pierre Raffarin parlait dans une entreprise de l'emploi et surtout de l'emploi des jeunes, avec un engagement précis. On sera dans les années 2006 à pas loin du million de jeunes qui seront sous des formes de contrats de travail et donc qui là seront en situation de se préparer leur parcours professionnel. En attendant 2006, il y a le 100 millième contrat jeune en entreprise. 100 millième. Voilà. Ça tombe bien, il a été signé aujourd'hui par le Premier ministre. Pour ce premier déplacement en province depuis l'été, la méthode est rodée, un peu de dialogue, du concret, mais il y a le climat économique morose, la reprise qu'on attend. Alors Jean-Pierre Raffarin s'efforce de rassurer. Je suis sûr que l'année 2004 verra reculer le chômage, verra augmenter la croissance. Les difficultés sont derrière nous. Aujourd'hui, il faut avoir confiance dans notre pays. Sortir de Matignon, retrouver le contact avec ce qu'il appelle souvent le terrain, c'était sans doute le premier objectif de Jean-Pierre Raffarin dans son déplacement en Champagne. Il s'est surtout agi de réunions de travail sur l'emploi et accessoirement de défendre le bilan du gouvernement face à toutes les critiques. Jean-Pierre Raffarin qui a confirmé ce soir la reconduction cette année de la prime de Noël pour les chômeurs en fin de droit. Le prix du gaz au 1er novembre devrait baisser d'environ 8%, une bonne nouvelle pour les particuliers. Cette baisse est en fait en corrélation avec le niveau du dollar. Les vacances de la Toussaint ont commencé cette semaine pour de nombreux Français. Pour la première fois depuis les attentats du 11 septembre, les destinations lointaines ont de nouveau le vent en poupe. Elisabeth Esley, Hervé Pozzo. Une semaine et demie, les vacances de la Toussaint sont longues cette année. Mais ce n'est pas pour ça que nous partons plus longtemps. La mode est au morcellement. Alors donc Trégastel, donc vous êtes sur la côte de Grasse. Ce jeune couple a réservé en Bretagne pour 5 jours seulement, parce qu'il préfère partir plusieurs fois par an. Entre 5 et 8 fois, on peut dire, on prend avec, si on exclut les vacances d'été, le passage aux 35 heures nous a donné un certain nombre de jours de repos supplémentaires. Et puis c'est l'occasion effectivement de partir en dehors des week-ends. Les agences doivent s'adapter. Ici, 90% des séjours proposés sont modulables et ça marche. Par rapport à l'année dernière, les réservations pour la Toussaint sont en hausse de 10%, mais les clients s'y prennent de plus en plus tard. C'est un phénomène qui a maintenant quelques années, mais qui s'accentue. Il n'est pas rare de vendre le jeudi ou le vendredi, un week-end pour le samedi, dimanche, lundi. Et c'est pas rare du tout, puisque en général, sur ce type de vente, c'est 5% de vente. À cette période de l'année, la France reste la destination favorite, mais on a besoin de soleil. Et comme la peur des attentats s'est estompée, l'exotisme fait à nouveau recette, c'est presque comme avant septembre 2001. On ressent effectivement l'envie de retourner dans des destinations telles que l'Égypte, le Maroc. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a une très grosse demande sur les destinations particulièrement lointaines telles que Saint-Domingue, Cuba, les Antilles de nouveau. Et l'Europe qui reste une valeur sûre. La Scandinavie, très à la mode, et bien d'autres destinations couramment desservies par les compagnies à bas prix. Mais là, il est plus intéressant de s'y prendre à l'avance. Grâce à une vaste campagne scientifique destinée à explorer les grands fonds sous-marins, campagne à laquelle participent plus de 300 chercheurs de 50 pays différents, ces territoires inconnus commencent à livrer leurs premiers secrets. Imaginez que de nombreuses espèces animales dont on ignorait l'existence ont été découvertes. Regardez plutôt. Agnès Montet. Comme un petit fantôme qui hante discrètement les fonds sous-marins, cette étrange créature avait vécu jusqu'ici inconnue, cachée du monde des hommes. Il s'agit en fait d'une nouvelle pieuvre que les scientifiques viennent de baptiser Dumbo à cause de ses grandes oreilles. Ce poisson grenouille aussi vient de sortir de l'anonymat. Toutes les semaines, 3 nouvelles espèces sont découvertes grâce à une campagne internationale de recensement sans précédent. La plupart vivent près des fosses océaniques, comme ce crabe.
cette crevette géante ou ce concombre des mers. En 3 ans de recherche, plus de 1000 nouvelles espèces ont été recensées. Il en resterait 10 fois plus à découvrir. Si les océans couvrent les 3/4 de la surface de la Terre, nous savons encore bien peu de choses sur leurs habitants. Nous voulons savoir où vivent ces différentes espèces d'animaux, que nous estimons entre 210 000 et 1 million d'espèces. Nous voulons connaître leur nombre exact et leur répartition. L'étude porte aussi sur les espèces les plus courantes, elles aussi mal connues. Ces thons, par exemple, sont équipés d'émetteurs pour essayer de mieux comprendre leur migration et leur mode de vie. Du football, Elie Bopp, l'entraîneur de Bordeaux, a été remplacé par Michel Pavon, l'ancien capitaine de l'équipe des Girondins, championne de France en 99. Il paye ainsi le médiocre début de saison de Bordeaux, 16e au classement de L1. Elie Bopp, qui va occuper d'autres fonctions au sein du club, dénonce cet après-midi un licenciement déguisé. Et en rugby, les choses deviennent sérieuses pour les tricolores. Après les premières rencontres gagnantes, demain, premier match avec un enjeu déterminant pour le 15 de France qui s'opposera à l'Écosse. Le perdant devra affronter l'Australie en quart de finale. Christophe Duchéron, Christophe Vignal, Jean-François Renaud. À Sydney, les Écossais ont sorti la cornemuse, alors que chez les Français, à chaque coin de rue, nulle trace d'accordéon. Dommage, parce que c'est beau l'accordéon. L'autre jour, les Bleus ont pris l'autobus et traversé la ville pour aller jusqu'au stade olympique de Sydney, 82 000 places. C'est ici que se jouera le match demain soir. Les Bleus s'y sont entraînés avec application, au prétexte que l'Écosse est l'adversaire le plus sérieux de la poule. On est conscient que c'est un match très important pour nous et qu'il ne faut surtout pas le louper, sinon je crois que pour le moral et pour la suite des événements, on sera encore moins dans les favoris, quoi. Déjà qu'on n'est pas favoris à 100%. Cette semaine, conscients de l'enjeu, les Bleus ont étudié à la loupe et à l'écran le jeu des Écossais, bon en touche et rapide en mouvement. En Australie, les Écossais ne manquent pas de supporters. Et ce matin, ils ont reçu la visite d'une royale supportrice, la princesse Anne, fille du duc d'Édimbourg, une tête couronnée plus photographiée que les joueurs. De même que les Français, les Écossais ont remporté leurs 2 premiers matchs, mais sans convaincre, face au Japon et aux USA, leur objectif, la qualification en quart de finale. On sait que même si on gagne contre les Français, il faut gagner notre dernier match contre les Fidjiens pour se qualifier. Alors, nous, on a 2 matchs à jouer très gros. Pour les Français, c'est leur dernier match, on peut dire, parce qu'ils vont gagner contre les États-Unis, j'imagine. Si l'on a bien tout compris des subtilités du rugby, sur ce match face à la France, les Écossais ne joueront pas à kilt ou double. 3 ans jour pour jour après la sortie de Chambre avec vue, qui lui valut un succès éclatant et imprévu, Henri Salvador nous revient avec Ma chère et tendre, une douzaine de chansons installées dans un univers toujours de douceur et de mélancolie. Cette fois, Henri Salvador, qui a composé la plupart des titres, il est notre invité, mais d'abord place à la musique avec ce reportage d'Olivier Lenuza et Frédéric Basile. Une journée avec lui ne peut commencer que dans un éclat. Le rire d'un titi parisien. Un petit gars de Paname qui a commencé à jouer dans les cabarets en 1933. Devenu un grand de la chanson. En bord de scène ou ailleurs, toujours au bras de sa chère et tendre. Ma chère et tendre, le titre de son nouvel album. J'avoue, ma chère et tendre, que sans me renoncer, dans le sac et la cendre, j'ai vu quelques regrets, mais nul ne peut comprendre les hier et le passé. Il a composé la quasi-totalité des 13 musiques de cet album. Un texte est signé Kerenan, Benjamin Biolay, compère de son jardin d'hiver. Et puis il y a les autres auteurs, Bernard Dimet, Gendre Jacques, Maurice Pont. Et je ne dirai plus rien du tout. Et puis il y a vous, une chanson de Guy Béard datant de 1958. Dire encore que j'aime tant votre corps. C'est fou ce que j'aime en vous, c'est vous. Souvenir, il y a 3 ans, personne ne veut sortir le nouveau disque d'Henri Salvador. Seuls des producteurs indépendants lui font confiance. Alors, à l'heure de la victoire, c'est l'heure des comptes avec élégance. Il s'en fallut de peu que ce trophée soit posthume. Le trophée que vous m'avez remis a foutu le feu dans mon cœur et dans ma tête. Mais je trouve que vous avez mis le temps pour trouver l'allumette.
Un dernier album vendu à 2 millions d'exemplaires, des dizaines de concerts. Le crooner Henri se lance un nouveau défi. Le succès semble garanti. Au tiercé, faut faire gagner, hein. Tout ce que touche Monsieur Salvador se transforme en or. J'ai fait la vie, la vraie, mais la vraie vie, à mon avis, est ailleurs où vivent les sirènes, ailleurs où le courant nous mène. Henri Salvador, bonsoir, on ne se lasse pas de vous écouter. Est-ce que vous avez conscience que votre voix est un peu comme un violon? Est-ce que vous en jouez comme d'un instrument? Ben vous savez, je vais vous dire, le secret, c'est que j'ai énormément, chez moi, j'ai travaillé pour m'apprendre à bien chanter dans un micro. Et vous voyez, il faut chanter dans un micro comme si on faisait la cour à une femme. C'est-à-dire qu'il faut susurrer les mots. Et cette voix, au fil du temps, elle vous étonne encore? Elle change? Elle vous lâche parfois? Elle s'améliore? Et ce qui est étonnant, c'est que à mon âge, j'ai gardé ma voix lorsque j'avais 17 ans. Oui. Vous voyez? Alors évidemment, mais je vieillis et en même temps j'ai peur, parce que j'ai peur de ne pas mourir. Est-ce que vous avez peur, par exemple, vous avez fait un formidable succès il y a 3 ans avec Oui. Chambre avec Vieux. Oui. Est-ce que ça fragilise quand on sort un nouvel album de se dire mais peut-être que cette fois-ci le succès ne sera pas de la même façon au rendez-vous? Et je vais vous dire, on a toujours une inquiétude, vous savez, parce que c'est comme dans une course d'auto, tous les chanteurs sont au même rang, nous lançons notre disque, mais ce n'est pas nous qui avons le volant. À la fin, c'est quand même le public qui décide. Donc, et on a vu, il décide bien, même s'il a tardé un peu à allumer l'allumette. Mais ça, je crois que c'était pour le métier que vous disiez. Oui. Dans votre nouvel album, quel registre? Alors, comme d'habitude, enveloppant, mélodieux, oui. J'ai l'impression plus mélancolique, plus autobiographique cette fois-ci. Oui, et puis alors, j'ai voulu composer toutes les chansons moi-même, pour qu'on se rende compte aussi que je suis compositeur. Mais vous n'osiez pas avant? C'est le succès, là, qui dort, Si, j'en ai fait beaucoup. Oui, mais là, cette fois-ci, pratiquement. Voilà, j'ai voulu tout faire. Qu'est-ce qu'on découvre d'Henri Salvador dans cet album plus autobiographique, je le disais, qu'on ne savait pas? Écoutez, j'avais peur de faire un disque moins bien que celui d'avant, ou égal, mais j'ai l'impression que j'ai fait un petit peu mieux que l'autre d'avant, parce que au point de vue des textes, je crois que le niveau est plus élevé. Ma chère est tendre, c'est un hommage à une femme que vous avez profondément aimée? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Kerenan qui a écrit ces paroles et je l'ai tellement bien interprété que l'on croit que ça a rapport à quelqu'un. Et on se trompe. On se trompe. On est déçus. Henri Salvador, est-ce que je peux dire que votre rire cache quelque chose parfois et on a l'impression que c'est la politesse que vous offrez aux autres? Je vais vous dire, dans ma jeunesse, ça cachait ma timidité. Et puis ma stupidité, parce que je ne suis pas allé à l'école, pour ainsi dire. Et quand j'avais devant moi un monsieur qui me disait des mots un peu compliqués, alors j'éclatais de mon rire pour me cacher derrière mon ignorance. Donc il y a un Henri Salvador sombre, triste, désemparé? Non, il n'y en a pas. Moi, je suis un optimiste. Si l'optimisme était une maladie, je serais un grand malade. Alors, vous allez entreprendre, paraît-il, une tournée mondiale? Oui. Infatigable? Non, écoutez, c'est plus facile maintenant de faire un tour de chant où on vient, on chante de belles mélodies et les gens vous écoutent. J'ai envie de vous écouter. Pardon? Vous chanteriez quelques notes de musique? Ah si vous voulez, moi je ne peux rien refuser à vous, parce que vous savez que j'ai fait un disque, il est joli comme vous, donc c'est ça qui me donne confiance. Je vous écoute. Alors, et si ma chère est tendre, les choses n'ont pas changé, je suis avec Schoenberg et mon cœur a tremblé. Vous voyez? Merci.
Merci Henri Salvador d'avoir répondu à nos questions et bonne chance pour cet album. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Patrice Drevet, puis le point route Valérie Maurice, 20h55 Maigret avec Bruno Kremer, 0h30 le dernier journal Jean-Claude Renaud. Demain à 7h dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit Marcel Ruffo, qui est un pédopsychiatre. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images de surf. C'était au Pays Basque espagnol, une compétition remportée par l'Américain Kelly Slater.